Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Le foncier a dominé l'actualité cette semaine, le littoral dakarois, objet de polémiques avec des constructions de bâtiments à usage d'habitation ou autres qui ont été envisagés ou qui sont déjà réalisés. Pour empêcher l'occupation de ces terres en bordure de mer, des associations et des hommes politiques se mobilisent. Parmi eux, Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, le lieu de résidence de notre invité, le père du maire et non moins homme politique comme son fils puisqu'il dirige le parti BCG, le bloc des centristes Gaïndé, et il est ancien ministre, ancien député. Bonjour Jean-Paul Diaz. Bonjour Monsieur Fall. Natif de Dakar il y a 74 ans, comment la capitale en est-il arrivée à cette gestion désorganisée, abusive de ces terres qui a provoqué cette énorme pression foncière? Mais par un afflux d'opportunistes qui ne sont pas eux-mêmes dakarois, il faut dire. Certains ne savent même pas nager, mais tiennent coûte que coûte à habiter au bord de l'eau, comme ils disent, les pieds dans l'eau. Certains ont commencé par faire des piscines. Lorsque leurs enfants tombaient dans les piscines, ils n'étaient pas capables d'aller les chercher. Maintenant, ils vont plus loin, il leur faut carrément des plages. Alors, le jour où il y aura un noyé, ce ne sont certainement pas ces gens-là qui iront les chercher. Donc, c'est une bande d'opportunistes, d'arrivistes, qui ne pensent pas devoir habiter ailleurs qu'au bord de la mer. Voilà. Alors, et pour ça, en complicité avec ceux qui distribuent, ceux qui attribuent les terres, ils font tout et n'importe quoi. Voilà. Jusqu'à inventer des faussetés. Voilà, c'est ça la raison. Donc, la polémique, en fait, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a pris aujourd'hui une autre envergure, un autre aspect, un aspect plus politique, provoqué par des gens du pouvoir ou affiliés au pouvoir, qui, voyant que Barthélémy Diaz, notre maire, a réussi à traverser la période du coronavirus avec succès, avec beaucoup de popularité, se sont dit, bon, malgré sa tête chauve, il faut lui chercher des poux dans la tête. Et voilà. Et ils ont inventé cette affaire-là, ils en ont fait ils ont fait lever la mayonnaise, et forcément, nous sommes tombés dans la polémique. Oui, parce qu'on lui reproche lui-même d'avoir attribué des autorisations de construction en bordure de Non, mer. là-dessus, vous pouvez l'inviter parce que c'est un homme public et vous le connaissez, vous pouvez l'inviter, mais je dis ce que je sais. Il l'a dit et il l'a répété. Lorsqu'un dossier est correct au niveau de l'instruction, c'est-à-dire les services antérieurs au maire, on parle de l'autorisation, mais l'autorisation c'est en bout de chaîne. Lorsqu'un dossier est correct, il n'a pas de raison de ne pas accorder une autorisation de construire. Presque les mains liées alors. Non, le maire ne fait pas ce qu'il veut. Lorsqu'il hésite, ou lorsqu'il prend du temps, ou lorsqu'il refuse, c'est parce qu'il a des arguments. Et la solution, ce n'est pas d'inventer un décret pour aller se rabattre sur le préfet et le sous-préfet, lesquels ne connaissent pas mieux les localités que les maires qui gèrent ces localités-là. La solution, c'est de constater peut-être un excès de pouvoir et de l'attaquer. C'est tout. Ce n'est pas la peine de faire tout un bruit. On utilise la DESCOS pour dégager des pauvres pépiniéristes, des petits jardiniers, n'est-ce pas, des gens qui ont 150 mètres carrés sur le littoral, et on laisse les autres faire n'importe quoi. Et pour vous dire qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes, Barthélémy a accordé, notre maire, il a accordé des autorisations de construire, par exemple, à Ocean View. Ocean View, c'est sensiblement face à la résidence, l'ancienne résidence du président Senghor, en bas. C'est là Ocean View. Alors, on considère que là, c'est de sa compétence. Il a le droit de le faire. Mais plus en aval, en allant vers Ouakam, ce n'est plus de sa compétence. C'est de la compétence de Point Sacré, de Point Fan Point. Vous voyez les aberrations dans lesquelles on tombe. Finalement, on risque d'avoir Ouakam, d'avoir le Point comme voisin de Ouakam. C'est ça l'aberration. Alors, vous avez n'importe quel
illustre inconnu qui vient, qui dit c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Le préfet ne connaît pas cette zone-là mieux que le maire. Récemment, il y a quelqu'un qui est politiquement du pouvoir, qui est donc contre Barthélémy Diaz, qui a reconnu que cette plage-là, qui a toujours été appelée plage de Mermoz, cette plage-là appartient à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc la polémique, elle est née de ceux qui ont fait cette chose-là. De façon beaucoup plus globale, c'est la responsabilité de qui? Vous avez souligné que de nouveaux riches se sont emparés du littoral. Ils ont en complicité avec les on leur a donné. Les gens qui attribuent ces terrains-là. Voilà. Par exemple, et puis de manière tout à fait illégale. C'est-à-dire qu'on ne respecte même pas les textes. Les textes disent que lorsque vous êtes attributaire d'un terrain, vous avez 2 ans pour construire. Si au bout de 2 ans, vous ne construisez pas, mais on doit vous retirer le terrain. Ils ne font pas ça. Les gens, on leur attribue. Moi, je connais des terrains, par exemple, sur l'ancienne piste. Vous avez des terrains qui ont été attribués à des gens, mais des terrains qui dépassent les 1000 mètres carrés. Les gens ne construisent pas, ne font rien, et ils attendent que le temps passe. Et avec le temps, ils revendent les terrains. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui, en collectionnant les terrains, deviennent milliardaires. Voilà. Des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, des personnalités religieuses. Toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, Macky Sall avait mis en place une commission nationale de réforme foncière qui a produit un travail, une étude, un rapport. Depuis lors, toutes ces recommandations ne sont pas mises en œuvre. J'ai aucune information sur ce rapport ou ces rapports. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que le ministre Ndoye avait été chargé de ça. Il s'est retiré par manque de moyens. Il ne peut pas fonctionner s'il n'a pas les moyens de fonctionner. Par la suite, on a fait venir M. Souran, le professeur Souran. Peut-être que lui a pu faire un ou des rapports. Je n'ai aucune connaissance de ces rapports-là. Apparemment, ça n'a pas été rendu public. Alors le gouvernement actuel se défend, pour ce qui est du littoral, se défend de n'avoir attribué aucune parcelle de terre en bordure de mer. C'est la responsabilité peut-être des régimes précédents. Mais ça, ce n'est pas vrai. L'État, c'est une continuité. Vous avez des gens, c'est vrai qu'on leur a attribué en 2008. Mais lorsque vous arrivez en 2012, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, que vous deviez faire l'état des lieux, vous constatez que ce terrain qu'on a attribué en 2008 n'a pas été mis en valeur. Vous le reprenez. C'est ça, la responsabilité. Ce n'est pas d'être en train de jeter la pierre sur ceux qui étaient là avant. Non, ce n'est pas la solution. Quelle solution, vous, anciens parlementaires, vous préconisez pour une gestion, disons, rationnelle des ressources? Le Parlement, dans ce genre de choses, n'a aucun pouvoir. Ce qui devrait se faire, c'est ça devrait être une vraie commission. Mais quand une commission est entourée de gens du même corps de métier public, qui se distribuent le terrain entre eux et qui de temps en temps aspergent un peu à gauche, à droite, mais ça ne peut être que comme ça. Les maires devraient être membres de ces commissions d'attribution-là. Et y siéger. Ils devraient être informés, siéger, être membres. On peut faire venir des journalistes, on peut faire venir d'autres corps de métier, mais c'est les mêmes. C'est le même corps de métier public qui fait ça. Vous dites que l'Assemblée nationale ne peut rien faire. Justement, on attend un Parlement pour se saisir de ce genre de questions, interpeller le gouvernement et peut-être commencer à élaborer des pistes de solutions. Mais depuis que le bruit a été soulevé, vous avez entendu un seul député prendre position? Personne. Vivement la fin de cette législature et qu'on arrive à une autre législature. Elles se succèdent, elles se ressemblent justement, ces législatures. Je ne sais pas, mais en tout cas, celle-là fait partie des pires. Cette législature-là fait partie des pires. Peut-être que les autres n'ont pas été bonnes, mais celle-là fait partie des pires. Comment avoir une Assemblée nationale forte, alors, à votre avis? Mais non, ça, c'est le choix des électeurs. Ainsi que, il faut aussi
que l'élection se passe normalement. Il faut que le fichier soit le même pour tout le monde. Il faut qu'on vote normalement. Il faut que ça se passe dans la transparence, la liberté, dans la démocratie. C'est ça qui fait un Parlement fort. Vous allez dans des pays comme les États-Unis, les gens préfèrent être parlementaires qu'être ministres. Il n'y a que dans des pays comme les nôtres, là, où les gens préfèrent être ministres qu'être parlementaires. Vous parlez des électeurs, mais quand il y a toujours majorité mécanique, il n'y a rien à faire. Lorsqu'il y a toujours Une majorité mécanique... Non, le système sénégalais n'est pas si mauvais que ça. Moi, je pense même qu'il est bon. Il y a une partie proportionnelle pour qu'il y ait le maximum de gens qui représentent, et il y a une partie majoritaire. Il y a à dire sur cette partie majoritaire. Il y a à dire. Mais sur le principe, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y en a qui sont pour sa suppression, justement. Mais non, on va tomber dans des chambres introuvables où ça sera la pagaille. La chambre introuvable, en général, c'est la chambre où tout le monde est du même camp. Mais là, ça sera la chambre introuvable, pagaille. Voilà. Parce que quand vous ne pouvez pas faire, vous n'avez pas un minimum d'assises, vous ne pourrez rien faire, ni réforme, ni rien du tout. Donc, la partie majoritaire est nécessaire. Elle est bonne, elle est nécessaire. Mais je pense qu'il faut que les élections se passent dans la transparence. Il faut qu'elles se passent clairement, normalement. Ça nous amène à aborder la question des alliances de Macky Sall. Les dernières nominations de personnalités politiques décidées par l'actuel chef de l'État. Vous êtes un militant et cofondateur de la coalition Macky 2012 qui a porté la candidature de Macky Sall au premier tour de la présidentielle de 2012. On vous a souvent entendu défendre les responsables de Macky 2012 en demandant au président de la République de davantage les associer à la gestion des affaires publiques. Quelle est votre réaction aux nominations d'Abdou Fall et de Moussassi à la tête de conseil d'administration d'organismes publics d'envergure, le port autonome de Dakar et la PIX, l'agence des grands travaux de l'État? Ça, c'est vraiment pas ma tasse de thé, franchement. Ça ne me concerne pas. Macky Sall a expliqué, a montré que lui, il n'a pas, comme on dit, des amis d'hier. Il n'a que des amis d'aujourd'hui ou qu'il estime être ceux de demain. Donc, il peut continuer à faire ce qu'il fait. Je rends hommage à la paire qui a réagi. Macky 2012 n'a même pas réagi. On dirait qu'ils sont anesthésiés. La paire a réagi, n'est-ce pas, défavorablement à cette décision. Donc, moi, j'ai souvent plaidé pour la paire auprès de Macky Sall. Parce que quand on travaille en 2012, j'ai vu autour de moi des gens qui travaillent, comme je lui ai dit, qui travaillent avec leurs ongles, qui n'avaient pas les moyens, qui travaillent avec leurs ongles. Voilà. Donc, si aujourd'hui, ils préfèrent gratifier des gens dont on connaît le parcours, bon, c'est son affaire. Vous êtes toujours de la majorité, Jean-Paul Diaz? En théorie. En théorie, parce que nous n'avons pas pris l'initiative de rompre. L'autre côté n'a pas encore rompu, mais ça, c'est l'attitude théorique. Nous ne sommes même plus invités aux réunions ni rien du tout. Vous serez amené à prendre une décision si ça continue comme ça? Ah, nous prendrons une décision. Ça, je peux vous dire que nous prendrons une décision. Nous avons déjà pris la décision. On attend les dates, on attend, etc., parce que rien n'est encore fixé. Mais on a retenu le principe d'aller aux prochaines locales, peut-être pas dans tout le Sénégal, mais là où nous pouvons être présents, d'y aller seuls, ou avec d'autres, mais certainement pas avec la paire. Regrettez-vous d'avoir soutenu Macky Sall en 2012, en 2019? J'ai déjà dit que si nous retournions en 2012, j'aurais fait ce que j'avais fait. Et je pense que le BCG m'aurait suivi aussi. 2012 n'est pas aujourd'hui. Mais si en 2012, je savais que en 2020, nous en serions encore dans cette situation, je ne l'aurais pas fait. Mais comme on ne peut pas savoir l'avenir, sauf quand on a des dons de voyance, et que je n'ai pas des dons de voyance, je ne peux pas connaître l'avenir, j'aurais refait ce que j'avais fait.
Et Macky Sall qui maintient le flou sur l'attitude qu'il aura en 2024 à la fin de son présent mandat. On le soupçonne de vouloir conserver le pouvoir. Pour d'autres, non, et il n'ira pas jusque-là. Vous Babacar, feriez quoi? Babacar, j'ai déjà dit peut-être ailleurs, peut-être pas ici que je l'ai dit, je l'ai déjà dit ailleurs. Il a l'intention de se présenter. Et il tentera de se présenter. En tout cas, il essayera. Voilà. Il n'aura pas de difficulté au niveau du Conseil constitutionnel. Le reste, il n'a pas de considération particulière sur ce que peuvent penser les Sénégalais au plan moral, etc. Avec tout ce qu'il a dit, il tentera. Sauf si intervient quelque chose d'extraordinaire qui l'empêche d'y aller. Mais il tentera d'y aller. Quelle sera l'attitude de l'opinion à ce moment-là, à votre avis? L'opinion sera, elle est, surtout la jeunesse, est défavorable à la tentative du troisième mandat. Et elle est défavorable. L'opinion est défavorable, surtout celle de la jeunesse. Dans les rangs du pouvoir de l'APR, plus précisément, il ne manque pas d'ambition de la part d'acteurs importants de cette coalition au pouvoir. Quelle est votre opinion sur... J'ai du mépris pour les gens qui attendent que, je ne sais pas moi, le clash arrive pour dire oui, on savait. Non. Ceux qui, par exemple, regardez comment certains avaient agi plutôt, dans le cas du président Abdoulaye Wade. Ils ont attendu qu'Abdoulaye Wade perde les élections pour commencer à le quitter, à créer des partis gauche-droite, à lui trouver lui aussi des poux sur la tête, etc. Alors qu'il fallait avoir le courage dès le départ de lui dire, mais non, président, cette fois-ci, vous ne tentez pas le troisième mandat. De sorte que lorsqu'il a quitté, il est sorti par la petite porte, avec tout ce qui lui est arrivé par la suite. Il faut avoir le courage de dire aux leaders, voilà, nous ne sommes pas d'accord et nous ne vous soutiendrons pas. Et ceux qui ont l'ambition de se présenter, de dire carrément qu'ils sont prêts à se présenter. Mais ils vont attendre qu'ils perdent l'élection pour dire, ah oui, nous on savait, etc., etc. Ils doivent faire quoi? Prendre leurs responsabilités tout de suite, quitter le navire Macky Sall pour... Je n'ai pas dit de quitter Macky Sall tout de suite, mais de faire comprendre qu'eux ne suivront pas le cortège du troisième mandat. Qu'ils le disent clairement. Aucun d'eux ne l'a dit. Et attendez que Macky Sall se présente et qu'il perde, vous verrez. C'est ce jour-là que lui-même les découvrira, avec tout ce qu'il a fait pour eux. Vous connaissez bien les rangs de la majorité. Avez-vous décelé des profils qui peuvent être sérieux pour se présenter en 2024, peut-être, avec ou sans Macky Sall? Je n'ai pas fait cet exercice-là parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas fait cet exercice. Jean-Paul Diaz, l'invité du grand jury d'RFM. On accuse beaucoup le gouvernement actuel de laxiste, d'incompétence à plusieurs égards. On agite la question d'un nouveau remaniement ministériel. Si Macky Sall devait prendre une décision de remanier l'actuel gouvernement, pour vous, la motivation de fond, ça doit être quoi? Si lui, il prend l'initiative de remanier ce qu'il sait qu'il doit remanier, je pense que ça sera plus de performance, plus d'efficacité, je crois. Je pense que ça devrait être ça. Plus de performance, plus d'efficacité. À mon avis, c'est ça qui devrait le motiver. Mais il peut avoir, lui, d'autres motivations parce que c'est lui qui est dans la fonction dans la position de décider de remanier. Il y aura toujours ce mirage 2024 dans toutes les décisions, dans toutes les postures que prendra le président de la République. Il y aura cette question 2024. Possible, c'est possible. Ça aussi, ça peut être un motif. Mais celui qui est appelé au gouvernement et qui accepte n'est pas tenu de ramer en direction de 2024. Pas tenu de ramer dans cette direction. La gestion du gouvernement de la crise sanitaire du coronavirus, ce relâchement constaté dans la population qui découle de la décision de l'État du gouvernement de desserrer un peu l'étau dans la riposte sanitaire,
Quel est votre commentaire? Mon commentaire, c'est que ce sont les populations qui sont indisciplinées. Le gouvernement n'a aucune responsabilité dans cela. Je crois qu'il fallait desserrer, parce que je vous ai dit tout à l'heure, off the record, qu'il commençait à faire chaud, n'est-ce pas, à Dakar. Mais c'est qu'à l'intérieur du pays, il fait chaud il y a longtemps, il y a au moins 2 mois. Imaginez Kolda ou Tambacounda. Vous dites aux gens, à partir de 20h, vous ne sortez pas de chez vous. Mais les gens n'habitent pas comme vous ni moi. Ils n'ont pas de cours, ils n'ont pas de terrasses, ils n'ont pas de balcons. Ils n'ont pas de grand espace. Les gens habitent en général dans des concessions. C'est des chambres les unes à côté des autres. C'est même des localités où, à pareille époque, on met les matelas dans la cour pour dormir. Alors vous leur dites ne sortez pas. Voilà. C'est pas normal. C'est pas approprié. C'est inopportun. Donc le gouvernement, certes, il l'a fait sous pression de tous ceux qui se sont, j'allais dire, révoltés, n'est-ce pas? Enfin, ceux qui ont réagi. Peut-être qu'il a été obligé de desserrer sous pression, mais il a bien fait de le faire. Mais aujourd'hui, les gens doivent respecter et les mesures barrières et les dispositions édictées. Le gouvernement n'a pas eu un grand mérite parce qu'il a fait du copier-coller par rapport à ce qui s'est passé en France. Mais ça a été fait quand même. Il aurait pu négliger ça, faire comme d'autres, surtout en Europe, ne rien imposer du tout, mais ça aurait été la catastrophe. Je pense que c'est l'indiscipline de la population, enfin d'une bonne partie de la population, qui fait que nous nous trouvons dans une situation où les choses semblent repartir de plus belle à la hausse. Oui, les cas augmentent, le nombre de décès aussi. Et voilà. Pardon? Le nombre de décès, le nombre de contaminations qui... Moi, ce n'est pas le nombre de décès, parce que le nombre de décès, je crois que c'est des gens qui sont arrivés à une phase où peut-être on ne peut pas les rattraper. Mais c'est le nombre de contaminations qui m'inquiète. C'est 100 par jour depuis pratiquement plus de 15 jours. Et les cas importés via le transport aérien qui reprennent de plus belle. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. D'abord, il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Je ne sais pas quels sont ceux qui amènent ça. Les vols spéciaux qui ramènent des Sénégalais, par exemple. Mettons des vols spéciaux qui amènent des Sénégalais. Mais l'aéroport doit prendre les mesures pour tester les températures, etc., etc. On doit prendre les mesures pour savoir où sont ces gens-là une fois qu'ils sont sortis de l'aéroport. On devrait même peut-être les retenir quelques jours avant qu'ils ne rentrent dans leur famille. Tout ça n'est pas fait. Moi, je rends les autorités de l'aéroport responsables de ça. Fallait-il reprendre le trafic aérien, même si c'est un rythme minime Il faut reprendre ce trafic aérien, mais avec des contrôles à l'aéroport, des contrôles stricts à l'aéroport, avec le pointage de ceux qui arrivent et où est-ce qu'ils résident. Ça aurait été important. Et peut-être 14 jours plus tard, avoir un moyen pour les revoir, les faire revoir par des médecins. Ça, je pense que ceux qui s'occupent de ça ont plus de capacité que moi pour lister les mesures qu'il fallait prendre. Mais il fallait prendre d'autres mesures. Ce problème des cas importés est absolument incompréhensible. Le soutien de l'État aux entreprises et aux ménages, la distribution de l'aide alimentaire d'urgence, depuis qu'on en parle... L'aide alimentaire n'a pas été distribuée d'urgence. Jusqu'à l'heure où nous parlons, mais justement, il y a des localités... C'est la question que j'allais vous poser. Où il y a des localités qui n'ont pas vu un grain de riz. Voilà. Vous savez, moi, au départ, je n'étais pas très convaincu de cette nécessité-là. Mais lorsque ça a été fait, je me suis dit, après tout, c'est vrai. Vous ne pouvez pas demander aux gens de rester chez eux, n'est-ce pas? Et de ne pas leur amener un soutien. Parce qu'il y a des gens, moi ça je l'ai compris un peu tard, mais je l'ai compris quand même. Il y a des gens qui sont obligés d'avoir du revenu tous les jours. Parce qu'ils donnent la dépense tous les jours. Voilà. Quand je terminais, j'étais dans les finitions de mon logement, je voyais des gens, des ouvriers, qui voulaient que je les paye tous les jours quand ils quittaient. Et d'ailleurs, tous les corps de métier. Les peintres, les électriciens, tout le monde. On ne peut pas les confiner.
Vous ne pouvez pas les confiner, donc il faut les soutenir. La gestion du Vous ministre... n'attendez pas que tout soit terminé pour leur amener du riz ou leur amener des... Vous imputez la faute à qui? Au ministre du Développement communautaire, Mansour Faye? Non, j'impute la faute à l'organisation en général. C'est-à-dire que il fallait, dès le départ, monter la commission là, la force... Le comité de suivi. Le comité de suivi, il fallait le monter dès le départ, ce comité. Lui confier le soin d'organiser l'acquisition des denrées. Mais aujourd'hui, on leur demande de vérifier si les denrées ont été mises en place. Mais c'est des médecins après la mort. La preuve, ce n'est pas fait. On vous dit qu'il y a des kits qui sont incomplets. Si c'était les mêmes qui faisaient tout, les kits ne seraient pas incomplets. Et ils seraient en place. Et d'ailleurs, autrement, il aurait fallu, c'est-à-dire de notre point de vue, il aurait fallu peut-être mettre à la disposition des régions des moyens financiers pour l'acquisition des denrées sur place. D'abord, ça aurait fait travailler les commerçants, en tout cas une bonne partie d'entre eux, puisque aujourd'hui, avec tout ce qui existe au Sénégal, on peut faire parvenir de l'argent directement. Les autorités concernées ou bien les équipes localement montées auraient pu acquérir les denrées sur place et les distribuer. C'était pas compliqué. On n'aurait pas eu des frais comme tout ce qui a été prévu dans leur budget. Finalement, un fiasco, cette distribution de l'aide alimentaire d'urgence? Non, pas un fiasco, parce que c'est mieux que rien. Je dis, pas un bon résultat dans la réalisation. Mais pas nécessairement un fiasco, non. Ça, ce serait trop sévère. C'est pas lié à la lourdeur de ce ministère confié à Mansour Faye, un peu, tout ça. C'est pas moi qui organise le gouvernement, j'ai pas organisé le gouvernement. Quand ce ministère a été mis en place, ceux qui l'ont organisé savent pour quelles raisons ils avaient mis ce ministère en place. Mais je pense que dans l'exécution de cette mission-là, il fallait mettre ce ministère de côté et confier ça à d'autres, comme ça a été un peu fait pour la supervision, le contrôle. Il fallait confier ça à d'autres qui le fassent full-time. Lui, le ministre ne peut pas être chargé du ministère avec le travail quotidien et de cette opération ponctuelle qui est une opération très lourde. Très, très lourde. Mais je n'ai rien à dire dans l'existence du ministère ou le ministre qui s'occupe de ça. C'est pas de ma responsabilité. On a entendu sur RFM cette semaine un spécialiste évoquer justement le profil Mansour Faye avec son super ministère. Il estime que le président public lui déblaye un peu le terrain pour des horizons politiques intéressants pour lui. Vous y croyez? Tout est possible. Je vous ai dit, il faut demander à ceux qui ont créé ce ministère-là. Tout est possible. Et qui ont choisi le titulaire. Tout est possible. Je ne peux pas être surpris de quoi que ce soit de ce point de vue-là. Macky Sall est capable de le faire, à votre avis? Écoutez, moi je ne peux pas savoir. Je ne lis pas dans sa tête. Je peux soupçonner des choses, je viens de vous dire. Par exemple, la velléité d'aller à un troisième mandat. Ça, j'ai des éléments comme ça qui me permettent d'arriver à cette conclusion. Mais ici, non, je n'ai pas d'éléments. Donc, possible comme pas possible, donc aussi. Tout est faisable. Parmi les dossiers brûlants de l'heure, le dossier Senelec Akile, cette start-up qui a signé et gagné un contrat de 187 milliards sur 10 ans pour offrir ses services à Senelec pour une gestion intelligente du comptage, de la consommation d'électricité au Sénégal. Le directeur actuel de la Société nationale d'électricité a remis en cause les termes de ce contrat, dossier qui est arrivé sur la table du président de la République, qui aurait demandé qu'on revise tout. Certains estiment que le chef de l'État aurait décidé que Senelec rachète les parts de Akili dans cette affaire-là. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, c'est pas un sujet que j'ai suivi vraiment. Parce que c'est eux dans eux. C'est le même marigot avec les mêmes individus. Donc, j'ai pas tellement suivi. Ce que je crois avoir compris, c'est qu'il y a une structure dans laquelle apparemment Senelec même est actionnaire,
Donc ça ne sert à rien de dire il faut que Sénélec achète des actions. Sénélec est même actionnaire. Qui peut fournir des compteurs. Ce ne sont pas des compteurs fabriqués au Sénégal, que je sache. Donc ce n'est pas une start-up, c'est pas vrai. C'est des gens qui commercent, c'est tout. Ils viennent peut-être de débuter, mais ils ne font que commercer, c'est-à-dire acquérir des compteurs ailleurs, notamment à l'étranger, et venir les vendre à Sénélec. Et apparemment, le contrat serait un peu déséquilibré. Bon. Si ça peut se renégocier, tant mieux. Apparemment, ça peut se renégocier. Si ça ne peut pas se renégocier, bon, ben, il faut sanctionner ceux qui ont été à la prise de décision à l'époque. Mais je pense que ça doit pouvoir être renégocié. Jean-Paul Diaz, le leader du BCG, le bloc des centristes Gaïndé, l'invité du grand jury des RFM. La justice sénégalaise, on vous a suivi il y a quelques jours commenter un peu le fonctionnement de cette justice, les mêmes commentaires qu'on entend depuis plusieurs années. La liberté provisoire pour le député, l'ex-député Seydina Fall Bougazeli, poursuivi dans une affaire de trafic de faux billets. Vous l'avez suivi. Vous en dites quoi? Puisque ce week-end, on a entendu la famille du rappeur Abdou Karim Gueye Khouroum Khak dire aussi qu'il est malade, qu'il doit sortir. Est-ce que... Ce Karim Gueye-là, je vais commencer peut-être par lui. Ce Karim Gueye-là a été arrêté, mis en prison injustement. Parce que ce qu'il a dit était un peu cru, peut-être, mais c'était vrai. Il a critiqué le pouvoir dans son attitude de fermer les mosquées. Bon, peut-être c'était cru. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après qu'on l'ait mis en prison, on a ouvert les mosquées. Alors à quoi ça servait de le mettre en prison? Ce qu'il a dit, il l'a dit un peu, c'était un peu chaud, un peu cru, c'est tout. Bon, c'est sa jeunesse, c'est son âge, c'est sa vision des choses. Mais ce n'est pas un scandale avec un grand S. Ça ne servait à rien de le mettre en prison. Rien du tout. La libération de Bougazeli? Bon, ça, c'est la responsabilité des juges qui l'ont fait. Hein. Sur ordre certainement, mais c'est eux qui l'ont fait. Parce que vous avez estimé dans une sortie, il y a quelques jours, qu'il y a la séparation du pouvoir en théorie, mais que l'exécutif décide beaucoup de comment ça fonctionne. C'est l'exécutif qui décide de tout. Ça, c'est l'exécutif. Sauf dans les petits conflits concernant des privés, et encore des privés de seconde zone, des lambda, des citoyens lambda. Mais c'est l'exécutif qui décide de tout. Vous savez, on a une expression qui n'est pas dans la Constitution, mais qui est utilisée, qui est usitée, et qui n'est pas bonne. C'est dire le chef de l'État. L'État, c'est quoi? L'État, ce sont des pouvoirs. C'est le pouvoir exécutif, il en est le chef. C'est le pouvoir législatif, il en est le chef parce que ce qu'il ne veut pas ne se passe pas à l'Assemblée nationale. Et ce qu'il veut se passe à l'Assemblée nationale. Et il y a le pouvoir judiciaire qui peut faire ce qu'il veut, qui peut crâner comme il veut, mais qui exécute ce qu'on lui dit. Voilà. C'est ça. En tout cas, une bonne partie de ce pouvoir judiciaire. Et surtout dans des conflits, dans des affaires, comme ils disent, des affaires signalées. Qu'est-ce qui est signalé? Qu'est-ce qu'il faut pour un fonctionnement... Il faut des gens intellectuellement honnêtes qui fassent leur travail sans être obligés de s'exécuter quand on leur demande ceci. Moi, je ne critique pas les interventions en faveur de la clémence. Parce que même les avocats sollicitent la clémence du juge. Les avocats le font. Ils défendent leurs clients. Ils sollicitent la clémence du juge. N'est-ce pas? Ils disent au juge, si vous devez condamner, faites-le avec clémence. Voilà. Donc, c'est possible que le pouvoir, comme d'autres forces sociales, demande la clémence. C'est possible. Justice toujours, mais hors de nos frontières, Jean-Paul Diaz. Le procès Lamine Diack qui se déroule à Paris, en France. Le Sénégalais, ancien maire de Dakar, ancien secrétaire d'État au sport, ancien président de l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme devenue le World Athletics, justement. C'est pour des raisons de présumée corruption
qu'il a été arrêté, mis en résidence surveillée par la justice française. Quelle est votre opinion sur cette affaire Lamine Diack? Permettez-moi d'abord de saluer le président Lamine Diack en tant que son jeune frère. Quand Lamine Diack était ministre, moi qui vous parle, j'étais un obscur secrétaire d'ambassade. Donc c'est une personnalité de premier plan, n'est-ce pas? Je me souviens, il était venu nous trouver en Tunisie où je servais, n'est-ce pas? Donc, je voudrais le saluer. Je ne peux pas dire l'encourager parce que j'ai tellement encouragé que je ne sais pas si mes encouragements ont un sens maintenant. Lui dire de continuer à tenir bon. Voilà un homme qui a plus de 85 ans et que l'on humilie de cette façon-là. 87 maintenant. Mais voilà, donc plus de 85 ans. Que l'on humilie de cette façon-là. C'est inacceptable et c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste de la part du gouvernement du Sénégal qui ne l'a pas soutenu. En tout cas, pas de façon ferme ni visible. Parce que quand l'affaire a commencé, si le gouvernement du Sénégal avait tapé sur la table, je suis convaincu, quand l'affaire était simplement au niveau du parquet, mais les gens auraient reculé. Et c'est injuste de la part des autorités judiciaires françaises. Parce que voilà un homme qui était porteur d'un passeport diplomatique sénégalais. Donc d'un passeport étranger. Qui est là, il ne travaillait même pas vraiment en France, il était à Monaco, qui est un État aussi, n'est-ce pas? Et vous levez, vous décidez que vous avez le pouvoir de l'inculper. Cette histoire de capacité à la justice universelle, ça, c'est de la fumisterie. Comprenez? Pendant qu'on y est, nous, moi, j'aimerais qu'on agisse comme le Rwanda. Quant au Rwanda, la justice française a inculpé des officiels rwandais. Le Rwanda a inculpé des officiels français. Voilà, du gouvernement français. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la longue, ils ont reculé. Jusqu'à venir offrir au Rwanda, sur un plateau d'argent, la présidence de la francophonie. Alors, il faut que le Sénégal soit ferme au plan international. Et arrête de faire des ronds de jambes en sacrifiant ces gens. Qu'est-ce que le Sénégal aurait pu faire pour Lamine Diack? L'État aurait pu faire Lamine Diack? L'État aurait dû d'abord prendre position. L'État n'a pas pris position. L'État a regardé, mais vous avez tout, dans tous les pays développés, quand leurs ressortissants ont des problèmes, en Asie, en Amérique latine et autres, mais vous les voyez se dresser. Vous les voyez envoyer des il y a eu le soutien. Messagers. Il y a eu le soutien du ministre des Sports. Ça vous semble insuffisant? Quel soutien du ministre des Sports? Du Sénégal? Oui, il a fait. C'est peut-être un mot comme ça, ou un communiqué. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Et même ça, ce n'est pas un soutien en l'air comme ça. Il fallait se rendre sur place, il fallait protester, il fallait appeler l'ambassadeur de France à Dakar, protester. C'est des choses comme ça qu'il fallait faire. Il fallait qu'on soit présent aux côtés de Lamine Diack en France. Moi, j'ai été le trouver là où il réside. On dit corruption, comment vous m'avez dit, supposée ou... Oui, présumé corruption. Présumé, voilà. Mais ça, c'est des mots hypocrites. N'est-ce pas? Où il l'a fait, où il l'a pas fait, il n'a pas fait. Moi, je suis étonné. J'ai trouvé Lamine Diack à Monaco. Celui que j'ai vu, moi j'ai vu un chef d'État, avec un traitement de chef d'État, avec une considération accordée à un chef d'État. Voilà. Vous croyez que le président de Saint-Marin ou de je ne sais quoi va se retrouver à Paris pour se faire inquiéter comme ça? Récemment encore, il y a un chef d'État de la sous-région qui s'est retrouvé à Paris, où il était venu pour des soins, et qui s'est fait inquiéter, qui a dû quitter le territoire en 2 temps, 3 mouvements. C'est trop ça. C'est exagéré. Et maintenant, les faits dans cette affaire Lamine Diack. Écoutez, les faits ne sont pas pires que les faits reprochés à Platini. Personne n'a confiné Platini. Personne ne l'a arrêté. Personne ne l'a mis en résidence forcée quelque part. Sepp Blatter, le Suisse, pareil. Alors, pourquoi on le lui fait à lui? C'est parce que peut-être il y a la question du dopage, c'est une question de santé publique aussi. Quelle santé publique? Vous dopez? Non, moi je ne me dope pas. Personne ne se dope. Il y a des sportifs qui se dopent.
Dans certains sports, tout le monde sait que tous les sportifs de ce sport-là se sont dopés au moins une fois dans leur vie. Voilà. Et l'athlétisme en fait partie. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut pas être là. Le cyclisme en fait partie, etc. L'haltérophilie, tout ça. Il y a des tas de sports où les gens se dopent. Voilà. Et ça nous permet d'aborder cette question. Pour une partie de l'opinion sénégalaise, en tout cas, ce procès Lamine Diack est un procès raciste. Le mot n'est-il pas un peu trop fort ou c'est un mot juste? Écoutez, lorsque vous refusez un renvoi parce que les avocats de Lamine Diack sont bloqués à Dakar pour des histoires de transport aérien, indépendamment de leur volonté, vous ne respectez pas les droits de la défense. Et vous faites, si c'était fait au Sénégal vis-à-vis d'un citoyen européen, mais c'est tous les journaux, toutes les radios, toutes les télés de ces pays-là qui allaient se déchaîner sur le Sénégal. Ici, par exemple, sur ce point-là, personne ne dit rien. En dehors d'un des avocats de Lamine que j'ai vu se plaindre, les autres ne disent rien. Le pouvoir sénégalais ne dit rien. Les officiels sénégalais ne disent rien. L'ambassade du Sénégal à Paris ne proteste pas. C'est un citoyen sénégalais qui est dans une situation difficile. On ne dit rien. On accepte. C'est pas normal. Le silence des dirigeants africains sur l'affaire Floyd, cette affaire de racisme aux États-Unis qui a secoué la planète, vous en dites quoi aussi? On n'a pas vu un officiel sénégalais d'envergure protester contre cette cause. Ni africain, à part le président du Ghana, semble-t-il. Non, bon, c'est peut-être loin là-bas en Amérique, c'est possible. Mais c'est une question majeure, universelle. Elle l'est devenue avec le temps, par la force de combat de la population américaine, des citoyens américains, toute origine confondue d'ailleurs, les blancs, les noirs, tout le monde. C'est devenu universel. Mais c'est peut-être parce que c'est loin. C'est peut-être parce que aussi les uns et les autres se disent, si je me mêle des affaires du président Trump, parce que lui il est imprévisible, je risque de recevoir une manivelle en retour. Donc c'est peut-être ça, j'en sais rien. La crainte de représailles La crainte de représailles. économique surtout. Peut-être, oui, économique forcément. Vous êtes ancien ministre de l'intégration africaine. La CEDEAO n'a pas bougé. Justement. Elle n'a pas bougé. Le côté économie de cette émission, en tant qu'ancien ministre de l'intégration africaine, le passage du CFA à l'ECO, qui devrait intervenir dans quelques semaines, ce changement, on se demande qu'en sera-t-il. Passage qui va être réussi, ça a été prématuré, précipité, ou c'est venu à son heure? Moi, je crois qu'il y a une précipitation quelque part. C'est le moment où on a annoncé cela. Le gouvernement de la France a annoncé, en plein Covid-19, cette affaire-là. Les gens sont dans leurs problèmes et vous leur ajoutez une autre. Qu'ils décident de sortir du CFA. Vous leur amenez à ajouter une couche. Je crois que ça, c'est pour utiliser le langage des diplomates, c'est inamical. On n'agit pas de cette façon-là. Voilà. Il aurait fallu une déclaration commune faite en Afrique entre le président français et un président africain, ou entre un officiel français et un officiel africain non président, non chef d'État, pour respecter les niveaux. On aurait pu le faire, dire qu'à partir de telle date, il va se passer telle chose. Moi, j'étais membre du Conseil des ministres de l'UMOA. Je disais déjà à l'époque qu'il fallait qu'on se décroche avant d'être largué un jour. Si nous ne décrochons pas un jour, nous serions largués. Là, on est largués. En fait, on est largués. On est jetés comme ça. C'est tout. Avec cette affaire d'éco, à laquelle on comprend peu de choses, n'est-ce pas? Cet éco-là, au début, quand on en a entendu parler, c'est ce qui devait être la monnaie de la CEDEAO. De ce que moi j'ai compris. Ça devait être la monnaie de la CEDEAO. Chemin faisant, des États de la CEDEAO se sont retirés les uns après les autres lorsqu'on a compris que c'était un simple maquillage du CFA.
Ceci dit, moi j'ai toujours dit et je soutiens que le CFA était une bonne monnaie. C'est une bonne monnaie. Il y avait des réformes à faire concernant les dépôts dans le compte d'opération du Trésor français, concernant la présence de certains non-africains au conseil d'administration de la Banque centrale, etc., etc. Il y avait des choses comme ça. Mais c'était des réformes. Mais c'est une bonne monnaie. Vous savez qu'il y a, même à l'intérieur de la CEDEAO, des pays qui, dans leur devise, conservent du CFA. Ils ont des dollars, des livres sterling, des trucs, mais ils ont du CFA. Et ce CFA, ils le tiennent, ils le considèrent comme des devises. C'est des devises. Donc c'était une bonne monnaie. Mais par exemple, l'écho qui sortira demain, moi, si l'écho est imprimé en France, ça ne me choque pas. Je préfère que ce soit imprimé en France que d'être imprimé au Gondwana, n'est-ce pas, où on ne maîtrisera rien du tout. C'est pas ça la question. La question, c'est cette nouvelle monnaie qui va arriver. En quoi elle va aider le développement? En quoi elle va être utile au développement? C'est ça. Ce que le CFA n'a pas pu faire, il faut que cette monnaie puisse le faire. Et j'interpelle là la Banque centrale. Ce ne sera plus, on est à la Banque centrale, on fait des lettres, on signe, etc. On se cravate. Non, il faudra faire tourner les ménages. Ça c'est encore une nouveauté. Et si on cherche dans le monde, on trouvera des Africains de notre sous-région capables d'aider à ce travail-là. Donc c'est autre chose. C'est un défi, hein. C'est un défi. C'est un défi. La France se débarrasse de nous parce que, bon, peut-être ça ne lui rapporte plus, ou parce que son image commence à être trop brouillée. Grosse contestation de la part de l'opinion africaine. Voilà, surtout la jeunesse, une fois de plus. Surtout la jeunesse. Moi, j'ai rien contre. Une monnaie, c'est une monnaie. Qu'elle s'appelle ci ou ça, bon, une monnaie, c'est une monnaie. Mais il faut pouvoir en être propriétaire, s'assurer de manière souveraine de son utilité au plan du développement. Ça, c'est comme quand on vous parle de taux de croissance. Vous voyez, le taux de croissance est arrivé à tel niveau. Mais pendant ce temps, au niveau du citoyen, au niveau du panier de la ménagère, comment c'est ressenti? Au niveau du citoyen, au niveau de l'emploi, comment c'est ressenti? Au niveau du développement économique, comment c'est ressenti? Rien du tout. Ça fait des mots en l'air. Vous comprenez? Moi, je pense que... Pour Macky Sall, ça fait 8 ans de présidence de la République. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire, à votre avis, qui a marché? Écoutez, là, vous me prenez au dépourvu. Je n'ai pas eu le temps de recenser quoi que ce soit. L'emploi des jeunes, on a l'impression que ça n'a pas trop bougé. Mais c'est que les jeunes qui arrivent... D'abord, il faut comprendre une chose. C'est comme dans cette affaire de retraite à 65 ans. Cette affaire qui fait sauter tout le monde. Mais ce ne sont pas les emplois qu'occupent vos pères ou vos grands-pères. Ce ne sont pas ces emplois-là qui vont vous être servis. Sinon, le monde n'avance pas. Il y a des nouveaux métiers qui se créent et qui doivent se créer. Il faut aller vers ces métiers-là. Mais ça, c'est le développement qui appelle ces métiers-là aussi. Voilà. Regardez tous les métiers qui existent autour du cinéma. Regardez un film. Quand le film est terminé, regardez tout ce qui se passe après. Tous les noms des gens qui sont listés, tous les métiers qui sont listés, qui sont intervenus dans la réalisation du film. Ces métiers-là, certains n'existent pas ici. La plupart d'ailleurs n'existent pas ici. Et l'activité de faire un film n'existe pas vraiment ici. Et justement, on avait été à la pointe, n'est-ce pas? Mais après, bon, c'est tombé. Merci en tout cas, Jean-Paul Diaz, d'être passé à nouveau devant le grand jury d'RFM. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Bonne fin de semaine. Les programmes continuent à dimanche prochain. Merci. On a fait 49 normalement, non? Ouais, 49 presque.